Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Nous allons parler au cours de cette émission de l'enseignement expérimental des sciences physiques au secondaire. Vous savez que l'actuel ministre a voulu redynamiser l'enseignement de façon pratique des sciences physiques dans le secondaire, dans tous les collèges du Togo. Et nous aurons deux invités qui vont nous expliquer tout le travail qui a été fait et qui va se poursuivre au cours de l'année pour avoir de bons résultats en sciences physiques et en sciences naturelles. Mais vous savez que l'émission Débat Éducation est conçue aussi de la rubrique Actu Éducation. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ma nouvelle co-présentatrice, Trinité. Bonsoir Marcel. Bonsoir, comment ça va? Bien. Alors, sois la bienvenue dans cette émission où tu vas co-animer avec moi de temps en temps avec l'autre collègue Dodo Waré. Merci Marcel, c'est avec plaisir. Tout à fait. Alors, donc, dans l'actu éducation, Trinité va nous informer de l'actualité éducative au plan national. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre rubrique Actu Éducation. Dans l'actualité de l'éducation ce soir, retenons que 5 écoles primaires publiques de la commune Golfe 5 viennent de bénéficier des tables-bancs et des articles scolaires. C'est un don du conseil municipal de cette commune. Le don a été réceptionné par les chefs de ces établissements des mains du maire Agbenigan Kossi Aboka. Suivons ce reportage. Un mois après la reprise des classes, la salle numéro 4 du groupe B de l'EPP Avenou n'a toujours pas d'occupants, faute de table-banc pour faire asseoir les élèves. Un manque que la mairie Golfe 5 comble ici avec ce don. Le chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, a mis l'éducation au cœur de sa préoccupation. Et vous savez que les communes suivent le programme du gouvernement. Nous avons sillonné les écoles, il y en a certaines dont les classes sont vides par manque de table-banc. Et avec l'engagement du conseil municipal, nous avons trouvé quelques fournitures scolaires et des tables-bancs pour accompagner les écoles de notre ressort territorial. Un don synonyme de soulagement pour les bénéficiaires qui ont toujours sollicité leur municipalité pour juguler ces difficultés. Quand je vois ces matériels, et il faut voir la réaction des enfants. De par le passé, si vous pouvez faire le coup d'œil, c'est les bancs métalliques et bois de Péry en 2015. Vraiment, la mairie Golfe 5, on le remercie vivement parce qu'il suit exactement la feuille de route du gouvernement. Nous allons faire bon usage et je pense que les donateurs seront très fiers de nous. La mairie Golfe 5 œuvre ainsi à l'amélioration des conditions des apprenants. Le maire Kossi Agbenigan Aboka souhaite une éducation soutenue des valeurs civiques citoyennes pour les apprenants. Une éducation gage de formation des citoyens responsables pour la construction d'un Togo prospère. Les enfants vulnérables et autres acteurs du développement de l'éducation du Togo ont reçu un don de kits scolaires la semaine dernière. Le donateur Togocom avec son programme Nounia. Les détails de ce reportage suivant. L'Agence de solidarité nationale a reçu cette année 6 000 demandes d'assistance en fourniture scolaire. Le programme Nounia de Togocom ne pouvait mieux tomber. Le geste de Togocom en faveur des enfants défavorisés de tout le territoire est fortement apprécié. Ce don vient à point nommé soulager les parents qui peinent pour acheter des fournitures scolaires. L'objectif du projet est de garantir l'épanouissement social, physique, psychologique, intellectuel et culturel des enfants défavorisés. Je voudrais saisir cette occasion pour témoigner ma gratitude
aux donateurs qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce projet. Togocom veut contribuer à donner des chances égales à tous les enfants en âge d'être scolarisés, appuyer à sa façon le système éducatif pour développer les ressources humaines dont le Togo a besoin. Par ce geste, nous souhaitons accompagner le gouvernement togolais dans son programme national de développement en nous positionnant à ses côtés pour atteindre les couches les plus défavorisées. Ces enfants qui manquent du plus basique, de l'enseignement primaire, de fournitures scolaires pour pouvoir avoir une éducation correcte. Et nous aimerions être suivis dans cette action par le plus grand nombre d'entreprises possible, parce qu'à plusieurs, nous pouvons aider. La campagne a commencé depuis le mois dernier. Près de 13 000 articles scolaires seront distribués sur tout le territoire. Parlons à présent de la journée de réflexion sur la situation de la jeune fille. Dans la région des Savanes, les jeunes filles sont mobilisées en faveur de leurs droits. C'est à l'occasion de la journée du 11 octobre passé. Plan Togo y était avec le financement de la FIFA, l'AFD et l'accompagnement du gouvernement togolais pour marquer cette journée. Marquée aussi par une campagne de sensibilisation, la journée a regroupé les filles dans la préfecture de Tandjouaré autour des sketchs, communications et des débats. Suivant le film de ces activités. Plan international Togo place la jeune fille au centre des initiatives de développement. À cette 10e édition du 11 octobre, journée internationale de la jeune fille, célébrée en différé ici dans la région des Savanes, Plan international Togo invite les jeunes filles à une prise de conscience en vue de mettre leur potentiel au service du développement. Et aux parents, leaders religieux, communautaires et autorités locales devraient briser les barrières de l'inégalité filles-garçons et bien d'autres facteurs. Campagne de sensibilisation menée ici au CEG de Bopak dans la préfecture de Tandjouaré. Un accent particulier est également mis sur la mise à profit du numérique. Je suis la directrice, j'ai pris commande pour cette semaine et je suis la Tekova. Les choses ont changé, il y a beaucoup d'opportunités. Maintenant, il reste à exhorter les jeunes filles à oser aller au-delà de leurs limites. Les capacités, les filles, elles en ont. Mais il reste à être motivées. Et c'est ce que nous comptons faire. Quand on est élève et qu'on a un outil de communication comme le téléphone Android, on doit limiter le temps de l'utilisation. Savoir quand l'utiliser, comment l'utiliser et pourquoi on l'utilise. Ces dernières années, des initiatives sont prises dans la région des Savanes pour accompagner le gouvernement togolais dans la promotion des droits de la jeune fille. Le projet Champion Sipam Yudan, qui prône l'implication des jeunes filles dans les activités sportives, l'organisation des clubs de sensibilisation dans les différents CEG de 13 communes, les filles aux commandes et bien d'autres encore, pour impacter la gente féminine en lien avec le thème de cette année. Equal Power Now, égalité de pouvoir maintenant, l'heure est venue, nos droits, notre avenir. Les filles et nous les garçons, nous avons les mêmes droits. À l'école et à la maison, nous avons les mêmes droits. Donc, si le garçon joue le ballon, moi aussi je peux essayer, vous me tirez aussi un peu. Nous sommes déjà heureux. Donc il faut de la sensibilisation jusqu'à ce qu'ils comprennent et qu'avec le temps, on va rayer définitivement cette pratique. Des messages de plaidoyer ont été également véhiculés à travers des sketchs, des témoignages des modèles de réussite et bien d'autres encore à l'endroit des parents et des décideurs pour un monde juste et équitable. Nous disons merci à Trinité, merci pour ce tour d'horizon d'actualité qui rentre dans la rubrique Actu Éducation. Et nous allons retrouver dans un instant nos deux invités pour parler de l'enseignement expérimental des sciences physiques et des sciences naturelles. C'est dans le débat thématique. Chers invités, soyez les bienvenus. Merci. Voilà, monsieur le directeur de OPEM, soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci Marcel. Cette rentrée scolaire, le ministère a décidé de renforcer les capacités des enseignants qui tiennent les matières sciences physiques et sciences naturelles sur toute l'étendue du territoire en tant que directeur régional de l'éducation Golfe. Mais
Vous êtes sur ce plateau parce que vous êtes inspecteur de sciences physiques. Voilà, c'est là où votre présence se justifie beaucoup plus sur ce plateau et dans le cadre de l'activité que vous avez menée sur instruction de monsieur le ministre. Alors, on voudrait savoir, est-ce qu'il y a une raison vraiment fondamentale qui a fait que cette année spécialement, le ministère a décidé de renforcer les capacités de ses enseignants? Merci Marcel pour cette opportunité. Le constat, c'est que les enfants ont une faible performance aux évaluations et on a constaté également qu'il y a une désertion des filières scientifiques. Les études menées ont montré que les enfants ont une mauvaise image de ces matières dès la classe de 4e. Donc on s'est dit qu'il faut revoir les choses et comme les instructions officielles voudraient que l'on ne peut pas enseigner sans offrir aux enfants les occasions pour participer activement à l'expérimentation, on s'est dit vraiment qu'il est temps de faire bien les choses. D'accord. Alors, avant que je ne revienne à vous, je me tourne vers le DG OPEM. Alors, OPEM, la rentrée s'est bien déroulée à OPEM? Très bien, tout est bien passé, la rentrée le 26, et ça se passe bien, merci. Vous avez quel effectif des agrégés filles, garçons cette année? Effectif en général, nous avons 120 élèves cette année. Oui, et, de ces 120 élèves, 40% sont des filles. Tout à fait. Ouais. Alors, vous avez été associé à ce projet de renforcement de capacités initié par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire, technique. Oui. Pour que l'enseignement expérimental des sciences physiques et de SVT soit véritablement pratique et profitable pour les élèves, quelles sont les conditions? Merci Marcel, c'est une très bonne question. Je pense qu'avant tout, il faut bien situer les choses. Il faut savoir que le Togo est engagé fondamentalement dans un plan de développement. Okay? Il y a toute une série de chantiers qui sont ouverts dans le pays pour le développement. Ces chantiers proviennent même des recommandations de l'Union africaine pour le développement continental. Mais il faut savoir aussi que le développement, quand on rentre en fait dans l'industrie, les matières fondamentales qui conduisent en fait au développement industriel, c'est la science physique, c'est la chimie, c'est les SVT en fait. Et je pense que c'est fondamentalement sur ce plan que le ministre en fait a décidé je dirais, de rehausser en fait le niveau de l'enseignement des sciences en fait en Afrique. Donc les conditions au Togo en fait, je veux dire, les conditions, je dirais, parce que sine qua non, si je veux dire, pour un enseignement de qualité en sciences et en technologie, c'est d'abord la disponibilité du matériel. Quand le matériel est disponible, quand je dis disponibilité au niveau de toutes les écoles, la deuxième phase c'est la formation, parce que vous pouvez avoir du matériel, mais si vous ne savez pas comment manipuler, donc vous n'aurez pas, je dirais, l'expertise d'apporter en fait ces connaissances en fait aux élèves. Donc avoir du matériel, former les enseignants pour qu'ils puissent enseigner avec ces matériels, et puis après c'est évaluer pour s'assurer que les compétences en fait pratiques sont acquises. C'est dans l'acquisition de ces compétences qu'on va pouvoir conduire les élèves à innover, à utiliser ces savoirs pour pouvoir fabriquer des choses dont nous avons besoin en fait dans notre pays. Tout à fait. Alors monsieur le directeur régional de l'éducation, comme l'a dit monsieur Afronou, il faut que les conditions matérielles soient réunies. Est-ce que nous avons quand même le minimum pour permettre à ces enseignants que vous avez formés, qu'on va voir bientôt dans les images, que vous avez formés, de pouvoir s'en servir et transmettre le savoir aux élèves dans les sciences physiques et les sciences naturelles? Merci. C'est vrai qu'on est au début. L'idéal, c'est que tous les établissements aient le minimum, que ce soit en mécanique, en optique, en chimie. Il faut que l'établissement soit indépendant, qu'à chaque leçon que l'enseignant est censé faire en classe, qu'il vienne avec ces matériels-là, soit pour faire une démonstration, soit pour organiser les classes et que les enfants, les groupes de classe, les groupes d'élèves aient le petit matériel-là pour faire l'expérimentation, pour suivre le cours. Ailleurs, quand on a 5 heures de cours, en fait, c'est 3h30 de notre cours théorique là et 1h30 au laboratoire. Donc, ce qui signifie qu'en principe, on devait commencer par là. Chaque établissement devait avoir un laboratoire, des paillasses et du matériel.
Et donc, si on n'a pas le laboratoire, au moins qu'on ait une salle de rangement. Et puis, il faut qu'il y ait de l'électricité parce que beaucoup de ces matériels-là doivent être branchés. Il faut qu'il y ait un point d'eau parce qu'en chimie, il faut préparer les solutions, il faut faire l'expérimentation, il faut laver les tubes à essai. Donc, il faut un minimum dans les établissements pour que, pour que les leçons en sciences physiques là, soient faites comme il faut. Parce que, vous le savez, les concepteurs des programmes ont toujours écrit des mesures d'accompagnement pour un bon enseignement des sciences physiques ou de SVT. Ces mesures d'accompagnement tournent autour du matériel qu'il faut justement dans les laboratoires. Est-ce que au cours de la formation que vous avez donnée aux enseignants sur tout le territoire, ils ont évoqué cette difficulté éventuelle? Et quelles solutions vous leur avez proposées? Voilà, donc les problèmes qu'ont les enseignants sont de deux ordres. José l'a dit tout à l'heure, première chose, c'est qu'il n'y a pas de matériel. Il n'y a pas de matériel dans les écoles. Ce qu'on a fait l'autre fois, on a dû glaner les matériels un peu partout. Il faut reconnaître que le ministre actuel a fait un effort pour mettre à disposition de chaque région un lot de matériel. Tout à fait. Et donc, on a dû glaner, on a pris ces matériels-là et on a formé des formateurs. En fait, il y a ce problème de matériel, mais il y a également le problème de formation des enseignants. Beaucoup ont perdu la main, ou bien ils ont été formés d'une manière théorique aussi, soit à l'ENS, soit à l'université. Donc, je crois qu'un travail reste à faire. Et on a commencé et je crois que c'est un bon début. Tout à fait. Alors, nous allons suivre quelques images de la formation que vous avez donnée donc à ces enseignants dans certaines localités. C'est dans le sens contraire du courant. Non, c'est ici, c'est courant continu. La solution de sulfate de cuivre à partir de la poudre de sulfate de cuivre. Là, nous avons obtenu cette solution en faisant réagir un copeau de cuivre avec l'acide nitrique. Donc, lorsque nous avons introduit quelques gouttes de soude dans les deux tubes, on constate là qu'il se forme un resté bleuâtre. On obtient la même chose ici, sauf que au-dessus on obtient une couleur violette. On peut expliquer cela en disant que l'excès de l'acide réagit avec le précipité bleu qui s'est formé ici. C'est ça qui donne là la couleur violette. Après l'obtention de la solution de sulfate de cuivre, qui est de couleur bleue, à cause de la présence des ions Cu de plus, nous avons décapé une lame de fer que nous avons introduite dans cette solution bleue. Quelques instants après, nous constatons qu'il y a un dépôt rouge de cuivre sur le fer et la solution a changé de couleur. Le bleu, on obtient maintenant une couleur verdâtre. Donc, cette couleur est due à la présence des ions Fe de plus, qui sont issus des atomes de cette lame de fer. Donc voilà un peu le résultat. Ça, c'est l'acide nitrique fumant. Récupérez un peu. C'est bon? C'est bon. Prenez le morceau de cuivre là, mettez là. Mettez ça dedans. Mettez notre truc là. Oui, versez l'acide nitrique. Regardez un peu en bas. La couleur qui apparaît bleue. La couleur bleue apparaît en bas. En fait, elle est verte. C'est bleu. C'est vert, ça commence à être vert un peu. Au début c'est vert et puis après, ça devient bleu après. C'est l'acide nitrique concentré, fumant. Monsieur le directeur, je reviens à vous. Combien d'enseignants vous avez pu toucher par cette formation cascadée depuis le début de l'année scolaire? D'abord, nous avions souhaité faire plutôt une formation itinérante, c'est-à-dire le groupe de formateurs que nous avions constitué devait passer de région à région pour former les collègues enseignants, mais compte tenu du manque de temps
surtout de temps, nous avions fait la formation cascadée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans un premier temps, on a regroupé deux formateurs par région. 2 formateurs par région, on a 7 régions, ça fait 14 formateurs, plus les concepteurs, nous étions 3. Donc on a formé donc, ces formateurs en Ngotchen. Et maintenant, chaque formateur ou bien chaque groupe de formateurs dans sa région a dû prendre un certain nombre d'enseignants. Et au total, on a autour de 147, 150 enseignants formés. Maintenant, ces enseignants formés dans leur classe, dans leur école aussi, ils doivent restituer ce qu'ils ont eu à cette formation-là pour que ça touche la cible qui est les élèves. Alors cette année, en faisant cette formation à l'endroit des enseignants, vous avez innové en associant le secteur privé. Alors parce que M. Afanou n'est pas du ministère, mais vous avez reconnu en lui de l'expertise dans le domaine et vous l'avez associé. Est-ce qu'il y a une autre raison fondamentale? Non, bon, moi je connais ceux qui sont du domaine, ceux qui ont la main. Donc moi j'ai dû dire au ministère de me laisser faire le travail. Donc j'ai pris ceux que je connais sur le terrain qui travaillent depuis longtemps. Voilà, qu'ils soient dans le public ou dans le privé. Qu'ils soient dans le public et dans le privé. Donc on m'a laissé faire. Donc j'ai dû prendre M. Afanou. Il y a un autre aussi que j'ai associé. Donc on était 3 pour commencer la formation. D'accord. Monsieur le directeur, monsieur le DG de OPEB, M. Afanou, au cours de la formation, qu'est-ce que vous avez pu apporter à ces enseignants et quelle appréciation ils ont eu de l'expertise de votre contribution? Oui, à leur renforcement. Bon, il faut dire que ça fait 22 ans en fait que moi je consacre une grande partie de mon temps en fait à la qualité de l'enseignement en sciences et technologies au Togo particulièrement et en Afrique en général. Et donc depuis 2017 où j'ai créé OPEB, l'enseignement est fondamentalement basé sur la norme, la méthodologie européenne. Donc du 29 septembre au 1er octobre, on était à Ngotchen où on a formé donc comme le directeur Saba vient de le dire, les formateurs. Et donc, je crois que c'était de 5 jusqu'au 8, on était à l'intérieur du pays, Kara et Dapaon. Voilà, ce que moi je dirais que j'ai apporté à ces enseignants, c'est que j'ai reconnu que tous ceux qui choisissent en fait de faire la science, faire la C ou la D, ce sont des gens qui sont engagés en fait à faire de la manipulation. Ils sont intéressés par la manipulation. Mais si les conditions ne sont pas créées pour qu'ils puissent manipuler, donc ils perdent la main et ils enseignent de la théorie. Il faut aussi reconnaître que nous avons hérité d'un système éducatif colonial et nous vivons en fait dans un cercle cyclique d'enseignement théorie qui n'est pas de bon augure pour le développement. Donc moi, j'ai juste demandé aux enseignants de revenir à la base, c'est-à-dire l'idée qui les a poussés à choisir les sciences. Un scientifique, c'est purement un chercheur. Okay? Donc il faut juste rester calme et se poser la question chaque fois que je dois donner un cours. Un cours que je dois donner, si je le prépare bien, je dois juste réfléchir à comment je dois faire pour que ce que j'enseigne en physique, en chimie ou en SVT soit évident pour l'élève. Et quand on réfléchit à cela, quel que soit l'endroit où on se trouve, on trouve les outils nécessaires pour rendre la connaissance simple en fait. Si nous parlons des choses que les enfants ne voient pas, ils ne touchent pas, ils ne manipulent pas, ce n'est pas de l'enseignement. Donc ça c'est l'expertise fondamentale en fait que moi je dirais que j'ai apporté, mais j'ai reconnu en fait que sur toute l'étendue du territoire, les enseignants ils ont soif de la pratique, ils ont soif, ils sont très intéressés. On a vu des jeunes à Kara, à Dapaon par exemple, qui s'acharnaient en fait sur le matériel et qui veulent vraiment connaître, expérimenter, manipuler tout en fait avant de retourner dans leurs écoles. C'est quelque chose qui est très très intéressant, donc c'est une initiative en fait à continuer, mais dans l'esprit en fait du développement. Moi je dis souvent que le chemin qui mène au développement est unitaire. Il y a une seule ligne qui mène au développement et cette ligne est composée de 3 points. Le premier point c'est la maîtrise des compétences scientifiques. C'est fondamental si on veut développer. Cette compétence maîtrisée, si on passe en deuxième point, doit être transformée en technologie propre, c'est-à-dire les savoirs que les enfants acquièrent à Palimé, à Dapaon, à Sokode, à Klakou, etc., doivent leur permettre en fait de créer leur propre technologie. La dernière phase, c'est d'utiliser cette technologie pour fabriquer des équipements que nous mettons à disposition de la population. Et quand le matériel qui facilite donc la vie de la population tombe en panne, ce sont donc les fabricants qui vont aller les réparer. Donc en fait, nous avons cette autonomie. En fait, ça c'est la ligne unitaire du développement et c'est fondamentalement, je pense, dans cette optique que le ministre a décidé en fait de rehausser l'enseignement scientifique pour que les jeunes dans ce pays
commencent à innover, à créer pour le bien-être. Et nous sommes disposés à OPEM en fait à accompagner ce projet. Ok, on va revenir à l'accompagnement. Monsieur le directeur, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, bon, le constat c'est que tous les pays qui, ces 30 dernières années, ont investi en sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, se sont développés. Les pays qui ne l'ont pas fait ne se développent pas. En Afrique, nous avons des matières premières, mais on n'arrive pas à transformer ces matières premières. On a envie d'importer. Voilà, ceux qui viennent prendre nos matières premières et les transformer se développent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc on n'est pas outillé à pouvoir transformer nos matières premières, créer des usines, créer des industries. Et c'est ça qui est aussi la base de notre sous-développement. Si vous allez vérifier les secteurs qui portent la croissance au Togo, vous allez trouver l'agriculture, vous allez trouver les transformations, les produits agricoles, vous allez trouver également, je ne sais pas quoi, plein de choses qui sont liées à la science. Mais avant, nos jeunes découvrent seulement le tuba haïtien une fois rentrés à l'université. Ça veut dire qu'ils font tout ce parcours de 6e en terminale sans toucher du doigt le matériel. Et donc, ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'on change. Et vraiment, un chapeau à notre ministre qui veut bien faire, qui commence par donner des moyens pour qu'on puisse aller de l'avant. Tout à fait. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Le temps de revenir encore sur les images des formations qui ont eu lieu dans d'autres localités du pays. Prenons la paille de soufre, la fleur. C'est devenu liquide ici. Non, c'est devenu liquide, on ne le voit pas. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on allait faire? On va observer une flamme brûlée d'abord. Maintenant, on plonge ça dedans. C'est bon. Dans un flacon contenant la solution violette de permanganate de potassium. Et on observe le dégagement d'une fumée blanche. Cette fumée blanche, c'est le trioxyde de soufre. Maintenant, attendons voir s'il y a le dégagement du dioxyde de soufre. Si le dioxyde de soufre se dégage, l'eau, la solution violette va se décolorer. Donc, le permanganate de potassium s'est décoloré. Ça veut dire qu'il y a présence du dioxyde de soufre. Et c'est le dioxyde de soufre qui décolore la solution du permanganate de soufre. Oui. Monsieur le directeur régional de l'éducation Grand Lomé, inspecteur de sciences physiques, on a posé le problème de matériel entre-temps. Quel est le conseil que vous avez donné aux enseignants pour qu'ils puissent partir probablement des matières de récupération pour pouvoir fabriquer ce dont ils ont besoin pour transmettre le message? Merci beaucoup. Parce qu'on ne peut pas tout importer, il n'y a pas de... Le chantier est vraiment vaste. Bon, il y avait des cellules qui fabriquaient du matériel avant, bon, donc à l'université, au laboratoire de lycée. Bon, donc ils sont partis à la retraite. Actuellement, il y a l'OPEM, il y a d'autres jeunes également qui mettent la main à la pâte.
Par le passé, on avait initié des clubs scientifiques dans les établissements. Et l'objectif, c'est de fabriquer du matériel qui manque au laboratoire. Et vers la fin du deuxième trimestre, on faisait une semaine scientifique pour choisir les meilleures fabrications et pour récompenser ses élèves. Je ne sais pas, on n'en est plus là, mais je crois quand même qu'il faut nécessairement qu'il y ait une rénovation de l'enseignement des sciences, et cette rénovation doit passer nécessairement par la dimension expérimentale. Peut-être qu'il y a des structures d'ESG, Direction Enseignement Secondaire Général, il y a maintenant des PIP, donc qui peuvent s'occuper aussi de cela, mais je crois qu'on va continuer pour le moment par travailler avec nos deux partenaires, OPEM et puis Mobile Labo, pour tirer vers le haut donc l'enseignement des sciences au Togo. D'accord. M. Afanou, comment on peut régler en un temps soit peu ce problème de disponibilité de matériel pour faciliter la... C'est extrêmement simple en fait. C'est extrêmement simple. Il faut savoir une chose en fait. Si nous remontons l'histoire vers, je dirais, la fin du XVIIe siècle, en Europe en général et en Grande-Bretagne en particulier, et quand je prends des savants comme James Watt, Faraday, Fresnel, et puis je descends un peu vers Alexandre Volta, Marie Curie, etc. Tous ces savants étaient tous des enseignants. Et la plupart étaient des industriels, James Watt en tête en fait. Et ces enseignants, à l'époque, quand ils enseignaient d'une façon expérimentale, purement expérimentale. Et c'est cette ligne d'enseignants qu'on retrouve aujourd'hui en Europe. Nous avons hérité un enseignement purement théorique. Et aujourd'hui, nous passons à la pratique. Nous ne pouvons pas attendre en fait à ce qu'un donateur du Canada, de la France ou de l'Allemagne, peut-être vont équiper un établissement ou deux établissements, mais ils ne vont jamais équiper toutes les écoles. C'est impossible en fait. Et donc, nous devons fabriquer du matériel. Moi, j'ai commencé à donner cours à Bruxelles en 1999. Je suis rentré dans un laboratoire où il y avait énormément de matériel de laboratoire. J'étais très étonné par ce que j'ai vu dans ce laboratoire. Mais une année après, je me suis rendu compte que tout le matériel a été fabriqué par des enseignants. Ce sont des enseignants eux-mêmes qui doivent fabriquer les kits d'électrolyse de l'eau, combustion de soufre, les charges et décharges d'un condensateur, un transformateur, un transistor. Les enseignants peuvent fabriquer ça en association avec des élèves. Aujourd'hui, le monde de l'enseignement a changé. Nous devons intégrer les capacités des élèves dans l'élaboration de notre programme si nous voulons en fait faire de la pratique. En association avec des élèves, ils peuvent apporter du matériel et peut-être les samedis, les mercredis après-midi, une heure dans le cas du club de sciences par exemple, fabriquer du matériel. C'est en fabriquant en fait qu'on possède la technologie du matériel. Parce que ce qui est venu de l'extérieur, quand ça tombe en panne, ben, on va chercher un réparateur. Mais si j'ai fabriqué un kit qui me permet de démontrer à l'élève le circuit RLC par exemple, quand il y a un souci quelque part, c'est moi qui l'ai fabriqué, je vais devoir le faire. Donc ici, j'encourage vraiment les enseignants, ceux qui sont déjà formés comme ceux qui vont l'être, d'utiliser à bon escient le matériel à leur disposition, mais d'être ouvert. Un enseignant scientifique, c'est un fabricant, de pouvoir fabriquer du matériel et dans le seul optique que ce que je veux enseigner à l'enfant, je veux que ce soit évident, que l'enfant n'ait pas en tête condensateur, qu'est-ce que c'est? J'ai jamais vu. Un transistor, qu'est-ce que c'est? J'ai jamais vu. Et ça, c'est pas acceptable. Donc, fabrication du matériel par les enseignants, c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider en fait à évoluer dans ce projet. Alors, monsieur le directeur régional, on a parlé tout à l'heure des clubs de sciences. Est-ce qu'il y en a suffisamment dans les collèges et dans les lycées? Disons plutôt que le nombre a diminué ces dernières années. À cause du faible intérêt que cela suscite à ce temps. Voilà, donc je reviens sur ce qu'a dit José tout à l'heure, M. Afanou. En fait, il faut aider les enseignants à fabriquer. Ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas le faire. Et donc, il faut les aider, peut-être en les formant davantage, peut-être pendant les vacances, pendant les congés, en leur donnant la main. Aujourd'hui, il y a la robotique et l'intelligence artificielle. On nous dit, dans quelques années, notre environnement sera plein de ces petits objets-là que je peux commander, aller me chercher une tasse de café, aller me faire ceci pour revenir. Mais dans les autres pays, c'est les clubs qui portent ça. Dans des pays, c'est les clubs d'élèves qui portent cette innovation. Il faut qu'on commence. Il faut qu'on commence si on ne veut pas être déphasé. Si on ne veut pas être déphasé et être mis aux côtés de l'évolution,
on doit faire quelque chose. À côté des clubs de sciences de jeunes, il y a aussi le collège des professeurs de sciences physiques, le collège des professeurs de sciences physiques et sciences naturelles. Est-ce qu'il y en a suffisamment dans nos régions, dans nos préfectures? Bon, ça va mieux, il y a du mieux, mais il y a eu un temps où on n'avait pas suffisamment. Les niveaux des enseignants qu'on avait étaient disparates. Étaient disparates. On avait des gens qui n'étaient pas destinés à enseigner les sciences qui le faisaient, mais depuis quelques années, avec le recrutement des nouveaux enseignants, je crois que c'est un peu comblé. Maintenant, il faut leur donner ce goût-là d'aller faire. Ils pensent qu'ils ont suffisamment du travail. Ils doivent préparer les cours comme les autres. Ils doivent dispenser les cours, corriger les copies. Maintenant, ils ont quel temps pour vouloir rentrer au laboratoire, fabriquer du matériel, etc., etc. Vous connaissez nos jeunes d'aujourd'hui. Donc, il faut que l'État trouve un moyen de les inciter à fabriquer du matériel. Nous allons suivre M. Afano dans son école, OPEM. La loi de la place pour un moteur linéaire est ici en expérimentation. Ces professionnels, élèves de la mécanique, touchent du doigt le comportement d'un conducteur rectiligne placé dans un champ magnétique uniforme et parcouru par un courant continu dans le fonctionnement d'un moteur. Les moteurs fonctionnent comment? Ici, on met un cheval, c'est un aimant à nu qui crée un champ magnétique à travers lequel on met un bout d'aluminium. On le met comme ça. Voilà. On met un bout d'aluminium comme ceci, on pose le bout de rail comme ça et on fait passer le courant à travers le circuit. En faisant passer le courant, on va observer que le bout de rail va se déplacer. Là, on note une action du champ magnétique qui nous permet de fabriquer les moteurs. Cette expérimentation se déroule à l'Observatoire panafricain pour l'école et les métiers OPEM, une école de développement des compétences scientifiques qui allie la pratique à la théorie. La vision ici à OPEM, c'est de permettre aux jeunes de ne pas sortir de l'école et de commencer à chercher de l'emploi. Mais notre formation ici, que nous faisons de la 6e jusqu'en terminale, et puis au niveau de la formation professionnelle, c'est de permettre aux jeunes d'être des innovateurs, des créateurs d'emplois. C'est ça qui est important. Nous vivons au Togo, en Afrique, où il y a beaucoup de choses à faire. Mais nous avons un manque de compétences technologiques, en fait. Notre enseignement, en général, se base sur la théorie. C'est-à-dire, les enseignants parlent des choses que les enfants ne voient pas. Ici, il n'est pas question seulement de voir, mais de faire, de manipuler concrètement et d'acquérir des compétences réelles. Et c'est ça qui est important. Et là, si on suit ce processus, on ne doit pas avoir des chômeurs dans notre pays, en fait. Donc, ce système éducatif conduit, en fait, aux jeunes d'acquérir des compétences normatives en technologie, comme en Europe, pour qu'à la sortie de l'école, ils soient plutôt des créateurs d'emplois au lieu de sortir et chercher de l'emploi. Ces domaines, le domaine dans lequel nous travaillons, c'est l'informatique, l'électricité, l'électronique, la chimie et la mécanique, en fait. Donc tout ce qui touche la robotique, tout ce qui touche les nouvelles technologies sont des domaines dans lesquels nous enseignons suivant les normes européennes. Monsieur le directeur régional, un des objectifs que le ministère vise, c'est que le personnel d'encadrement veille à ce que les savoirs expérimentaux en sciences physiques et en sciences naturelles que vous leur avez transmis puissent véritablement impacter les enseignements, impacter les élèves, afin qu'en fin d'année, qu'on puisse avoir les résultats qu'il faut. Est-ce que vous avez suffisamment de personnel d'encadrement en sciences physiques aujourd'hui? Oui, on a un ratio intéressant de personnel d'encadrement, surtout avec la nouvelle vague d'inspecteurs sortis. Je crois qu'il y a 18 ou 19 en formation. Il y a 5 inspecteurs encore sur le terrain. Cela fait au moins un inspecteur par inspection. C'est bon. C'est bon. Maintenant, la formation de ces inspecteurs, est-ce que c'est tourné vers le matériel? Est-ce que c'est tourné vers les manipulations? Bon, je ne sais pas, je ne saurais le dire. Et donc, même si ce n'est pas fait, ce n'est pas trop tard, il faut qu'on trouve des moyens pour vraiment outiller ces inspecteurs-là à la pratique expérimentale. Parce que c'est le ventre mou de notre système de l'enseignement expérimental. C'est vraiment ce qui est négatif. Donc,
Vous-même, vous êtes inspecteur de sciences. À votre temps, comment la chose se passait? Est-ce que vous aviez du matériel, toutes les conditions étaient réunies pour faire vraiment de vous d'avoir un élève très accroché aux sciences expérimentales et jusqu'à ce que vous ne sortiez inspecteur? Merci beaucoup, c'est une bonne question. Disons que moi j'avais la passion de manipuler les choses. D'abord avant 90, nous on a commencé depuis avant 90, il n'y avait que 4 lycées publics dans Lomé. Il y avait le lycée 2 février, le lycée Tokoin, le lycée Gbenyedji et le lycée Nyekonakwe. Et tous les lycées qui étaient construits en ce temps-là avaient un labo avec des paillasses et un minimum de matériel. Avec les événements que le pays a traversé, toutes les constructions qui sont faites après ne prévoient pas nécessairement la construction de laboratoires équipés. Maintenant, il y a des partenaires, la Banque islamique de développement BID et le PAREC, qui font un effort pour payer du matériel. C'est justement parce qu'ils ont mis du matériel dans certains établissements. Quand ils retournent, ils voient que ces matériels sont restés toujours dans des cartons, ils ne sont pas sortis. C'est ça qui a aussi motivé le ministre à redynamiser. Donc sinon, nous-mêmes, à l'époque, nous avions réussi quand même, il faut le dire, à animer des clubs scientifiques. Je vous rappelle tout simplement que le seul Foufou Mix là, il était un élève de nos clubs à l'époque. Il était au lycée technique, mais il venait au lycée 2 février pour travailler avec nous. À l'époque déjà, il avait sorti un moulin à céréales. Donc il y avait plein de génies, plein d'élèves très intelligents dans ces clubs. Et vers la fin de l'année, comme on le dit, on organisait une semaine scientifique, on faisait venir les clubs des autres régions. Je me rappelle pour compétir, sous forme de génie en herbe. C'est ça, le génie en herbe était créé par nous. Le génie en herbe était créé par nous. Vous l'avez récupéré ici pour en faire les concurrents. Et vous nous avez dit de vous fabriquer le matériel. Nous, on l'a fait pendant un temps. Pendant un temps, et c'était une bonne chose. Qu'est-ce que je voulais dire également? Bon, donc, on avait quelques gens de bonne volonté, comme le ministre Chalim, paix à son âme, on vient d'apprendre qu'il est décédé. C'est le ministre Péré également, à l'époque, qui nous aidait, qui nous donnait des petits moyens pour faire animer pour faire fonctionner nos clubs scientifiques. Voilà, donc... mais à partir d'un certain moment, nous on a quitté le lycée 2 février, on est arrivé au lycée Tokoin et là on a compris que les mentalités ne sont pas les mêmes. Les enfants à l'époque ne se sacrifieraient pas tant à rester les samedis, à venir le mercredi soir pour fabriquer du matériel. Certains venaient, mais ce n'est pas tout le monde qui le faisait. Et donc, au fil des temps, ça s'est émoussé. Tout à fait. Et on n'avait plus de ces clubs-là. Mais maintenant, je crois que ça a repris. Les jeunes qui sont sur le terrain maintenant, il y a 3 ans, on a fait quelque chose au lycée de Adido Gomé 1 sur les clubs. Les clubs se sont produits avec des fabrications. Bon, on n'avait pas trop de temps pour être avec eux, pour les encadrer, mais si on a quelques petits moyens, on peut encore continuer. Okay. On a l'occasion de les avoir sur ce plateau un jour. Ah, d'accord. Alors, M. Afan, nous savons qu'à OPEM, l'enseignement expérimental des sciences physiques, de la chimie et autres, c'est vraiment une réalité chez vous. Ouais. Comment vous avez réussi à insuffler ce goût d'abord aux enseignants et aux élèves, puisque les élèves font de très belles performances dans ces matières. Merci Marcel. L'organisation à OPEM est fondamentalement basée sur ce qu'on fait dans les pays développés. Moi je dis souvent qu'il y a une seule façon d'enseigner les sciences, c'est l'expérimentation, c'est la pratique. Si vous enseignez les sciences d'une façon théorique, ça ne conduit pas en fait à l'objectif. Donc ce que les enseignants font en fait à OPEM, c'est qu'ils suivent 8 mois de formation avant d'enseigner. Donc les étudiants qui sortent en fait à l'université, ils arrivent à OPEM, ils suivent 8 mois de formation. Durant ces 8 mois, ils font 80 TP.
Après 80 TP, ils sont, en fait, leur vision a changé. L'approche scientifique a fondamentalement changé. Quand vous mettez ces enseignants en classe, ben, eux-mêmes, ils sont toujours tentés en fait, d'apporter du matériel. En fait. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est fondamental. De l'autre côté, au niveau des élèves, il faut reconnaître que nos enfants sont des génies. En fait, hein. Quand vous parcourez Lomé jusqu'à Daparan, vous serez surpris des capacités de nos enfants et leur soif de fabriquer. Surtout maintenant, avec les nouvelles technologies, les élèves qui viennent s'inscrire, par exemple, à OPEM, tout le monde dit, je veux faire de la robotique, moi je veux faire de la mécanique, je veux faire de l'automatisation. Et donc, il y a ça qui vient, en fait. Maintenant, le problème, c'est est-ce qu'ils ont les capacités au collège, en mathématiques, en physique, qui leur permettent, en fait, de faire cela. Et quand on analyse vraiment la vie scolaire de ces enfants et on les met dans l'environnement propice, j'ai encore des élèves, en fait, hein, on vient de commencer à peine 3 semaines, j'ai des élèves qui restent à l'école jusqu'à 19h. Après le cours, ils restent là en train de travailler. Ils travaillent parce qu'ils font de la programmation. C'est de la passion pour eux. C'est de la passion pour eux. Ça devient de la passion pour eux. Ça devient de la passion pour eux et c'est intéressant. Je pense qu'on doit pouvoir redynamiser ce système, en fait, au PEM à plusieurs endroits, mais l'accent doit être mis sur la formation des enseignants. Ça doit prendre plus de temps. Ce qu'on a fait, comme Dieter Sabal a dit, c'est déjà bien, mais il y a encore du travail à faire. Il faut continuer cette formation, il faut beaucoup plus assister parce que les enseignants vont avoir des problèmes, mais ils doivent avoir derrière eux quelqu'un qui doit pouvoir les aider. S'ils n'ont pas d'aide, ben ils vont baisser les bras automatiquement. La pratique n'a rien à voir avec la théorie en fait. La théorie, je dessine, je fais un exercice au tableau, je le fais à la maison, je reviens devant l'élève, je couche ça en fait sur le tableau. Mais quand je dois monter, câbler, doser, et là, c'est pas la même chose en fait. C'est pas la même chose. Et donc c'est patient. Il faut de la patience, mais il faut de la passion également pour pouvoir faire ça. Et ce qui doit être lié à cet enseignement expérimental, ce sont des projets. Ce sont des projets, comme M. Saba vient le dire. Les projets, c'est ça en fait qui constitue la finalité de l'enseignement scientifique. On ne peut pas faire des sciences et avoir de bons résultats au BPC, Bac 1, Bac 2 et le laisser là. Non, on a besoin de fabriquer. C'est ça en fait la finalité. Quand on enseigne les sciences, on doit fabriquer, on doit transformer nos matières premières en produits finis. C'est ça qui constitue en fait la différence totale entre les pays développés et nous qui sommes des pays moins développés, qui disposons en fait énormément de richesses, mais qui n'avons pas l'expertise. C'est pas que ceux qui sont là, ils sont plus intelligents que nous, loin de là. Mais c'est que nous ne valorisons pas cette pratique expérimentale. Nous ne laissons pas le champ aux enfants en fait de rentrer dans la pratique, d'innover et de proposer des solutions en fait aux problèmes que nous rencontrons. Je pense que quand on suit ce schéma, on peut faire facilement ce que la Chine a fait en fait, on peut produire ça au Togo en fait. Ok, avant que je ne donne la parole au directeur Saba, vu que vous avez participé à la formation des formateurs, la formation des enseignants sur le territoire, si vous avez une suggestion à faire au ministre aujourd'hui, quels sont les points sur lesquels vous allez mettre l'accent? Le premier point, c'est d'abord un encouragement, une félicitation, parce que bon, ça fait plusieurs années en fait que M. Saba et moi, on propose cette activité de pratique, ça n'a jamais été fait, donc ça, c'est quand même quelque chose de remarquable en fait. Le ministre a déployé les moyens en fait de Lomé jusqu'à Daparan, où les enseignants sont rentrés dans une nouvelle phase d'enseignement. Ça, c'est déjà quelque chose de bien, c'est un point positif. La deuxième phase, c'est que ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut de la pédagogie et de l'accompagnement. Il faut que ce soit quelque chose qui se multiplie. On ne peut pas laisser ces enseignants qu'on a seulement au niveau des enseignants ou bien au niveau des élèves aussi? Au niveau des élèves également. Au niveau des élèves également, il faut, je dirais, ramener une nouvelle vision des sciences en fait aux enfants. Comme on l'a vu tout à l'heure, que dans les statistiques, les élèves désertent la C, la E n'existe pratiquement plus, la D et puis se poussent vers la A. Et ça, c'est quelque chose qui remonte depuis l'école primaire en fait, je dirais même maternelle. Donc il y a du travail à faire à l'école pré-maternelle, l'école maternelle, l'école primaire et au collège en fait, pour que les enfants s'intéressent à la science. C'est vraiment dans ces zones qu'on doit faire la pratique. Parce que quand l'enfant, j'ai eu un garçon de 10 ans qui était venu à OPEM Junior Tech chez moi. Il a mesuré les tables et il a calculé le périmètre et la surface. Après, il doit faire un rapport. Il m'a dit que dans le rapport, il a dit qu'à l'école primaire, il sait mesurer les longueurs
calculer les surfaces. Mais lui n'a jamais su qu'en vrai, on peut avoir un mètre pour mesurer une longueur, pour calculer le périmètre en fait. C'est que dans tout ce qu'on fait, l'enfant reste en théorie en fait. Et c'est fondamentalement abstrait. Et ça casse notre capacité de développer en fait ces enfants. Quand nous voyons aujourd'hui les métros, les trams, les avions, ce sont des enfants, des hommes, des femmes qui ont fabriqué ça. Hein. Donc ces capacités que ces jeunes ont, nous pouvons appliquer ça. Donc première chose que je dirais, par exemple, conseil, en fait, si je peux, en fait, au ministre, c'est faire en sorte que cette formation initiée soit multipliée et qu'il y ait un suivi derrière cette formation et qu'il y ait une pédagogie à la fois avec les élèves et avec les pour un changement vraiment de paradigme. Pour un changement de paradigme, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et puis, pourquoi pas porter ces matières, par exemple, aux évaluations. BPC, Bac 1, Bac 2, on peut faire, par exemple, laboratoire comme épreuve facultative, quitte à le faire avant ou après. Mais ça permet aux élèves toujours d'avoir, en fait, ce que je fais à l'école, je saurai évaluer et ça portera sur mon relevé, donc ce sera beaucoup plus intéressant. Voilà ce que je peux dire. Alors, monsieur le directeur régional, on est pratiquement en train de tendre vers la fin de l'émission, en dehors des suggestions faites par monsieur Afanou. Alors, si dans votre rapport, si vous avez à suggérer, à proposer à votre patron, monsieur le ministre, ce qu'il faut faire davantage, eh bien, quels sont les leviers sur lesquels vous allez mettre l'accent? Merci. Je dirais dans le même sens que M. Fanou, qu'il faut piloter l'enseignement expérimental par la formation des enseignants. Il faut le mettre chaque jour dans un questionnement. En réalité, même faire la physique, c'est quoi? Le physicien, c'est quoi? Bon, quand je lâche un objet, par exemple, nous dirons tous que l'objet là va tomber verticalement. Le physicien, c'est celui-là qui va se demander pourquoi l'objet là ne reste pas là où on l'a lâché. Pourquoi il ne se déplace pas s'il doit se déplacer? Pourquoi il ne se déplace pas horizontalement dans l'air? Comme un oiseau. Pourquoi il ne remonte pas vers le ciel? Donc ce sont ces questionnements-là, ce qui semble évident à tout le monde. Lui se pose des questions pour découvrir les lois de la nature. Et quand les enfants ne sont pas devant des faits d'observation, d'expérimentation, ils n'y arrivent pas, ils ne comprennent pas. On met les formules, ils savent manipuler les formules, ils savent faire les calculs, mais en dehors de ça, ils ne savent pas exploiter ce qu'ils ont fait là pour faire évoluer les choses. Le physicien, c'est celui-là qui agit sur les lois de la nature pour rendre la vie plus facile. C'est ça qu'on appelle l'ingénieur. Donc, on a bien commencé, mais il ne faut pas qu'on baisse le bras. Qu'on fasse d'abord le suivi de ce qui a été fait, et qu'on règle le problème du matériel. Voilà, donc... c'est ça. Et qu'en congé ou en vacances, comme vous le dites, si vraiment c'est possible d'organiser même ce qu'on appelle les universités de vacances, on regroupe ces enseignants là pour le recyclage. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin donc, de cette émission. Votre dernier mot? Dans un contexte où vraiment l'ouverture même des séries C, même dans plusieurs préfectures, est déjà une réalité depuis cette rentrée. Hein. Voilà. Donc c'était la désertion des filières scientifiques qui ont amené les premiers responsables à réouvrir les lycées scientifiques. On a vu comment les résultats là-bas sont intéressants. Mais là également, il faut nécessairement revenir sur la pratique expérimentale. Parce que quand nous revoyons ces enfants qui ont quitté le pays, qui sont allés sous d'autres cieux, ils disent qu'ils ont été calés dans la théorie, mais dans la pratique, il reste un peu de choses. Un peu de faiblesse. Il reste des faiblesses. Donc, à nos élèves, nous pouvons dire que le succès est au bout de l'effort. Le succès est au bout de l'effort. Un nouveau souffle apporté par cette formation. Et il faut qu'ils saisissent l'opportunité pour s'investir inconditionnellement et ils pourront réussir. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Ok, merci monsieur le directeur. Monsieur Afanou, vous avez encore un mot? Dernier mot, c'est dans le sens de ce que M. Sava a dit. C'est très important. Moi je dirais il faut remonter aussi le plus vers l'école primaire et permettre en fait
permettre aux enfants de s'intéresser. On a introduit les sciences et technologies dans le programme de l'école primaire. Il faut équiper les enseignants, il faut les former également. Il faut équiper les écoles, il faut former les enseignants pour que ces matières soient vraiment bien utilisées. Et ça permettra déjà aux enfants d'avoir un goût pour les sciences. Et quand on travaille sur ces désirs, ces goûts au collège, on peut étoffer les séries C à partir de la seconde première pour faire vraiment des vrais scientifiques pour le pays. Alors, nous tenons à dire merci à nos invités. Le directeur régional de l'éducation du Grand Lomé, M. Saba, M. Afanou, DG OPEM, fidèles téléspectateurs, nous on vous dit merci de nous avoir suivis dans cette émission et nous espérons que les élèves et les enseignants viendront un jour sur ce plateau pour nous dire comment ils sont en train de réinvestir tout ce que vous leur avez donné durant une semaine de formation sur le terrain. Merci. Merci et à la prochaine. Bye bye. Merci.